le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch, bienvenue pour une nouvelle émission live lecture. Et quel enfer, rien n'est prêt, c'est la galère, c'est l'enfer. Tout de suite, chers amis, pour votre plus grand plaisir, un tout petit peu de musique. Et je m'en vais régler un petit peu le son d'ici quelques petites secondes. Ça fait 3 fois petite, l'animation s'est barrée en sucette, tout fout le camp, c'est une catastrophe. Bonsoir tout le monde, bienvenue aux quelques irréductibles qui sont présents, que je vois d'ores et déjà sur le compteur et que j'attends dans quelques instants dans le clavardage. Bien le bonjour chers amis, il faut savoir que ce soir nous n'aurons pas le bien-aimé Kazoo qui pour ce soir est occupé, il est en vacances, il est en congé, il est en vacances de Noël anticipées, ce bien cher Kazoo, mais ce n'est pas grave, nous ferons sans ceci. Je vous attends d'ici quelques instants dans le clavardage. Ce soir un nouvel épisode du conte de Monte Cristo dans le tome 2, nous avançons. Bonsoir Sweet Pelote DB, bienvenue à toi. Bienvenue. Alors, il faut juste que je récupère un temps soit peu de musique. Comment ça va, Sweet Pelote DB? Quand les albums, je cherche. Alors, d'ordinaire, nous avons de la Lofi. Est-ce qu'on peut avoir de la Lofi? Oui, nous avons de la Lofi fantastique. Voilà la musique habituelle qui n'est pas encore présente, mais qui arrive. Ah, la délicieuse musique du fond. Voilà. Une toute petite seconde encore. Whoop! Chargement du fond. Hop. Tac. Et youp, voilà, quel enfer. Voilà. Les préparatifs qui n'étaient absolument pas prêts. Bien bonsoir Keferan, bienvenue à toi. Comment ça va-t-il? Ambiance feu de bois, couture, une fois n'est pas coutume. Oh là là, mais la détente chez Sweet Pelote DB, une ambiance qui fait plaisir. Oh, est-ce que j'en profiterai? Non, il est encore trop tôt, n'est-ce pas? Moi, il est encore trop tôt. Je m'abstiendrai. Comme je vous en avais parlé lors d'un précédent live, il y a des modifications dans le fond du décor qui sont prévues, mais je ne veux pas m'emballer. J'ai reçu un élément, il est là, il est en haut de la bibliothèque, il est là, il me juge. Je me réjouis de vous le présenter prochainement, mais... Je vais d'abord terminer avec les préparatifs premiers, et puis ensuite nous changerons d'ambiance au fur et à mesure. Voilà. Alors, nous démarrons d'ici, allez quoi, il est 21h10, et Bavard Stories arrive avec 21 personnes, merci Bavard, j'espère que ton direct s'est bien passé. Comment ça va Bavard? Bonsoir les gens, bonsoir Arcanide, rendez-nous Bavard, mais Bavard il est là, il est ici. Coucou Bavard, merci beaucoup pour le raid. Et merci Tiflof qui rejoint la chaîne, bienvenue à toi. Bien le bonsoir Komakazu, comment vas-tu? Bonsoir Jessica 20. Merci Arcanide, bienvenue sur la chaîne. Et qui demande... Oh, et c'est Jim qui demande un étirement. Ouh, le bon petit craquage qui fait plaisir. Merci beaucoup. Et bienvenue à Kumakazu également. Oh là là là, cette arrivée massive de suiveurs.
Soyez les bienvenus. Bienvenue à toi Tiflof. Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Ça fait super plaisir de vous voir ce soir. Ça s'est bien passé chez Bavard. J'ai vu qu'il y avait un live, c'était comment? Tu as fait de la peinture sur dinosaures de ce que j'ai vu. Me semble-t-il. Et Yusuf Morphéline qui demande à boire. D'ailleurs, coucou Yue. J'espère que ton live de la dernière fois c'est bien fini. Je me souviens de quelqu'un qui était au bout du bout. Un demi-dino en 2 heures, on a une bonne moyenne. Oui. Je propose les lives de la productivité comme titre. Ça me semble valable. Arcanide, c'est un vrai plaisir de te voir aussi. Et d'ailleurs, l'opposé de la Savoie, c'est quoi? L'opposé de la Savoie? Le vois ça? Ça m'a l'air logique. C'est beau l'arrivage d'un rêve, ça fait plaisir. Ça fait absolument plaisir, d'autant plus que celui-ci est tout à fait copieux, c'est tout à fait honnête. Ouah, je vois la jauge de fréquentation qui augmente à une vitesse grand V, ça fait plaisir. Bienvenue à vous tous. Oui, nickel pour la fin de live de You sur mon filine. Après, j'ai bien dormi, je te crois bien volontiers. Arcanide m'a doublé. Qu'est-ce que j'ai raté? J'avais bon. On a laissé passer. On a laissé un ou deux relous derrière nous au passage, c'est pas grave, y a pas de souci. Y a aucun souci. D'ailleurs, au pire des cas, s'il y avait eu des relous, voire même des gens séditieux ou. Pourquoi j'utilise le mot séditieux alors que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire? Tiens, vérifions. Bref, s'il y avait eu des gens relous, nous aurions géré ça à grands coups de modération, dans la tronche, sans la moindre espèce de pitié. L'opposé de la Savoie, c'est Gilbert Montagnier, ça voit pas. Oui, bien sûr. Bah voyons, j'aurais dû m'en douter, un truc comme ça. Bien. Bon, du coup, pour les non-habitués, depuis maintenant plusieurs semaines, ça fait combien de temps qu'on a commencé le conte de Monte Cristo? Ça fait un bout. Bref, nous avons commencé la lecture d'un livre d'Alexandre Dumas qui a pour titre Le Comte de Monte Cristo. Ça fait maintenant plusieurs semaines, je vais regarder depuis quand très exactement, mais l'intrigue est bien avancée. Mais du coup, l'aube des songes, ça veut dire qu'on ne peut pas rester. Si, calmez-vous, vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il y a même un résumé très bref de l'intrigue qui va vous remettre dans l'ambiance au tout début, et moi-même, je me chargerai de vous faire un résumé de l'intrigue globale pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à défaut d'avoir tous les détails. Maintenant, si vous voulez rattraper votre retard, c'est tout à fait possible. Simplement, il vous faut passer sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne Odyssée de l'Aube des Songes où vous avez toutes les rediffusions. D'ailleurs, je vous la mets immédiatement en lien. Comme ça, avec ceci, vous devriez... Quoi, ça marche pas? J'en veux Paulus, non, c'est pas la bonne. Hop. Voilà. Avec ça, vous avez les liens pour la chaîne YouTube, la chaîne Odyssée et le Discord si vous voulez discuter avec nous en dehors des directs. N'oubliez pas, si vous allez sur le Discord, de bien avoir le rôle de voyageur, sans quoi vous serez banni du serveur à chaque fois que vous le quittez par le robot. Donc, assurez-vous de bien avoir le rôle de voyageur. Arcanide, allez, je vais switcher de live comme j'ai pas suivi le début. Comme tu veux, Arcanide. Des gros bisous à tout le monde. Passez un très bon live, merci beaucoup à toi. Cependant, comme je vous le disais, je vais vous résumer l'intrigue un tant soit peu pour que vous puissiez avoir l'essentiel de l'intrigue avant de commencer. Donc, si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Sinon, si vous préférez tout recommencer depuis le début, il n'y a pas de souci. Rendez-vous sur YouTube. On se retrouvera là-bas. Et puis, il y a toujours des débuts de live. D'ailleurs, je précise, c'est le dernier live lecture que je fais en direct de Twitch, puisque l'année prochaine, je vais tenter de faire les live lectures sur YouTube. Il me semble que le format s'y prête mieux. Cependant, je serai toujours disponible je serai toujours présent le samedi matin entre 9h et midi pour le Café des Fables sur Twitch. Donc voilà. A plus, Tinil. Qui nous dit: je vais vous laisser, j'ai suivi le raid pour faire coucou, des bisous, belle soirée à tous, merci Tinil, bien, bonne soirée à toi. Je passe en l'heure que je te regarde dans les oreilles, mais je vais manger avant d'avoir envie d'attaquer le bureau, mais il faut y aller sans broféline d'ailleurs. D'ailleurs, chers amis, le live lecture est beaucoup moins participatif que d'autres lives, c'est-à-dire que
On est là ensemble au début et à la fin pour discuter, mais entre deux, il vous faut vous figurer que c'est une série de radio. Je pense que c'est le plus simple. Je raconte l'histoire, j'interprète les différents rôles et il y a de l'accompagnement musical. Donc concrètement, c'est littéralement comme si vous regardiez votre feuilleton du jeudi soir, sauf que plutôt que de le regarder, vous l'écoutez. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Puis si tu fais trop de live ici, tu pourras pas jouer à Marble avec nous chez Bavard. Je passe chez Bavard quand je peux, hein. Je passe avec plaisir dire bonjour. À vrai dire, j'ai des semaines qui sont assez copieuses en termes de travail. Ça se soulage un peu maintenant avec la fin d'année parce que la plupart des projets arrivent à soit une période d'attente, soit au moment où j'ai plus rien à faire dessus. Mais concrètement, je fais des semaines de 6 jours. Concrètement. Donc si je passe sur un live, c'est que non seulement j'ai eu le temps, mais j'y ai pensé. Donc c'est hélas assez rare. Voilà. J'aime bien que c'est copieux, mais seulement quand ça se mange. Oh, pas que. C'est très bien aussi d'avoir des repas intellectuels copieux, pour reprendre l'expression d'Idriss Aberkan. On écoute, on est tout oui, et ben ça tombe bien, parce que je pense commencer sous peu. Je vais juste vérifier que j'ai bien le texte, et ce n'est pas le cas. Comme quoi j'ai bien fait de vérifier. Alors. Où est passé ce texte que je ne saurais voir ? Au moins c'est bien branché, oui c'est bien branché, jusque-là tout baigne. Hop. Pourquoi est-ce que ça remonte si profondément dans mon ordinateur ? Création radio, l'aube des sons, je Twitch, live lecture, le conte de Monte Cristo. Numéro 2, voilà qui est bien, voilà qui est bon. On arrive, tac, alors, l'aube des sons, j'oublie ses feuilles, mais non. Non mais par contre si j'ai pas le texte, ça veut vite devenir compliqué. Bien, du coup, chers amis, pour vous mettre dans le bain, nous suivons les aventures d'un certain Edmond Dantès. Edmond Dantès est amoureux de la belle Mercedes et, a priori, il va l'épouser. Accessoirement, il travaille sur un bateau dont le capitaine vient de décéder. Il est ami avec l'armateur qui possède le bateau et, au début du début, l'armateur du bateau, content de son travail, décide de le nommer capitaine. Mais il y a un hic. Il y a deux personnages qui sont très très jaloux de Edmond Dantès. L'un pour sa position de capitaine sur le navire, l'autre parce qu'il aimerait épouser sa femme. Les deux vont comploter, à savoir respectivement Danglars et Fernand. Les deux vont comploter ensemble et faire passer Edmond Dantès pour un agent bonapartiste. On est au moment où il y a la première restauration en France. Donc être agent bonapartiste, c'est une très mauvaise position et a priori, le sieur Dantès va finir en zonzon. Mais avant ça, il doit passer devant un juge. Le dit juge, a priori, va le relaxer, mais il apprend que, malgré lui, Edmond Dantès a eu des informations sur de vrais agents bonapartistes, notamment le père de ce juge. Vous me suivez ? Donc du coup, si le juge laisse Dantès en vie, ou en tout cas hors de la prison, a priori, il pourrait balancer son papa. Et donc, plutôt que de le relaxer, il va dire « Si, en fait, c'est un agent bonapartiste. » Et notre ami Edmond Dantès finit en zonze. Il y passe près de 10 ans. Pendant ces 10 ans, il va notamment faire son éducation à bien des niveaux. Il va apprendre plusieurs langues, les mathématiques, les sciences, la philosophie, l'histoire, auprès d'un prêtre italien, l'abbé Faria, qui est un érudit et qui donc va l'initier à peu près tout n'importe quoi, tout en fomentant un plan d'évasion avec lui. Accessoirement, l'abbé Faria est au courant de l'existence d'un trésor sur l'île de Monte Cristo. Mais il n'a jamais été cru, on l'a pris pour un fou, et donc c'est pour cette raison que lui s'est trouvé en prison. Il confie l'existence de ce trésor à Edmond Dantès, et hélas meurt d'une maladie qui était héréditaire dans sa famille. Edmond Dantès, fou de tristesse voyant la mort de son ami, profite néanmoins du fait que son cadavre doive être jeté à l'extérieur du fort pour se faire passer pour le cadavre et donc essayer de s'enfuir. Le faux cadavre
Donc Edmond, dans le sac, se fait finalement jeter à la mer avec un boulet de 12, puisqu'on n'enterre pas les cadavres sur l'île de la prison. Et Edmond finit par se libérer du boulet de 12, du sac, et par pouvoir nager. À partir de là, il va tout faire pour se rendre jusqu'à l'île de Monte Cristo, sur laquelle il va découvrir le fameux trésor qui existait en réalité. Ça, c'est pour le tome 1. Ensuite, pour le tome 2 où nous sommes actuellement, nous avons fait la rencontre d'un certain Franz et de son ami Albert de Morcerf. Franz d'Épinay et Albert de Morcerf sont les deux des dignitaires français en vacances en Italie. L'un des deux, Franz d'Épinay, dans une journée d'escapade, va se rendre sur l'île de Monte Cristo et va être simplement invité par Edmond Dantès qui depuis se fait passer pour un personnage étrange. Il se fait passer pour Simbad le marin des Mille et une nuits. Franz va le rencontrer une première fois là-bas et ensuite va, sous l'emprise de hashish que Edmond lui fait manger à la fin du repas, complètement oublier la rencontre, enfin complètement perdre conscience et ne pas se rendre compte que Edmond s'en va corps et bien quelques jours après. Après coup, on va suivre Franz d'Épinay et Albert de Morcerf qui retournent à Rome pour s'amuser en Italie et où ils rencontrent un certain comte de Monte Cristo qui les prend sous son aile et les aide globalement, entre autres, à assister au carnaval de Rome alors que Rome est complètement bouchée. Pendant la visite de Rome, Franz d'Épinay surprend un certain monsieur en train de discuter avec un autre type d'un certain Peppino qui devrait être libéré alors qu'il est condamné à mort a priori. Entre-temps, ils apprendront, Franz et Albert, l'existence d'un certain bandit assez réputé, qui a pour nom Luigi Vampa, et qui sévirait à Rome actuellement. Ça, c'est un élément de contexte, gardez-le dans un coin de votre tête, ça servira plus tard. Et là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, nous avions eu le début du carnaval de Rome qui commençait par une double exécution, celle où le fameux Peppino devait être tué. Mais, à la fin des fins, et comme il l'avait entendu lors de sa visite, enfin lors de son écoute à la discussion des deux hommes, Franz voit que le dit Peppino est gracié au dernier moment, comme l'avait prétendu une des mystérieuses ombres de la discussion. Une fois cela fait, Franz et Albert de Morcerf font le tour du carnaval de Rome, s'amusent, et Albert de Morcerf tombe a priori amoureux d'une jeune paysanne romaine qui lui donne rendez-vous et avec qui il part bras dessus bras dessous jusqu'au moment où nous commençons ce soir avec Franz d'Épinay qui est tout seul. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Je vois pas comment je peux faire plus bref que ça. J'ai essayé de faire le plus condensé possible. Est-ce que c'est clair? Kumakazu dit oui. Tu m'en vas ravi. Parfait d'issue de DB. Bon. Alors, a priori... Ouh, et je vois qu'on est 250. Merci beaucoup, au passage. Voilà, fantastique. Bon, vu que le résumé est clair, nous allons pouvoir commencer directement, nous allons pouvoir commencer la lecture de l'épisode de ce soir. Mais tout d'abord, pour vous remettre dans l'ambiance, je vous propose de le faire via le précédemment traditionnel. Et maintenant, si vous le voulez bien, l'Aube des songes commence. Précédemment, dans le conte de Monte Cristo. Quant au souper, vous allez être servi à l'instant même. Et quant à la calèche... Comment quant à la calèche? Monsieur, on fera tout ce qu'on pourra pour vous en avoir une.
Voilà tout ce que je peux vous dire. Voulez-vous nous exposer l'objet de votre visite? Vous avez dit à votre cocher de sortir par la porte del Popolo, de faire le tour des murs et de rentrer par la porte Santo Giovanni. Ce sont mes propres paroles. Eh bien, cet itinéraire est impossible. Ou de moins fort dangereux. Dangereux. Et pourquoi? À cause du fameux Luigi Vampa. Je donnerai 10 000 piastres à quelqu'un que je sais et qui obtiendra que l'exécution de Peppino soit remise à l'année prochaine. Puis, dans le courant de l'année, je donnerai 1000 autres piastres à un autre quelqu'un que je sais encore et le ferai évader de prison. Il ne reste de toute cette horrible scène que la trace d'un rêve. Ce n'est pas autre chose qu'un rêve, qu'un cauchemar que vous avez eu. Oui, moi, mais le condamné, c'est un rêve aussi. Seulement, il est resté endormi, lui, tandis que vous êtes réveillé, vous. Et qui peut dire lequel des deux est le privilégié? Eh bien, je suis sûr que ce sont des femmes charmantes. Voilà un commencement d'aventure. Riez tant que vous voudrez, mais en vérité, je crois que oui. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton. Peut-être, de sa vie, Franz n'avait-il éprouvé une impression si tranchée, un passage si rapide de la gaieté à la tristesse que dans ce moment. On eût dit que Rome, sous le souffle magique de quelques démons de la nuit, venait de se changer en un vaste tombeau. Par un hasard qui ajoutait encore à l'intensité des ténèbres de la lune, qui était dans sa décroissance, ne devait se lever que vers les 11 heures du soir, les rues que le jeune homme traversait étaient donc plongées dans la plus profonde obscurité. Au reste, le trajet était court. Au bout de 10 minutes, sa voiture, ou plutôt celle du comte, s'arrêta devant l'hôtel de Londres. Le dîner attendait. Mais comme Albert avait prévenu qu'il ne comptait pas rentrer de sitôt, Franz se mit à table sans lui. Maître Pastrini, qui avait l'habitude de les voir dîner ensemble, s'informa des causes de son absence, mais Franz se contenta de répondre qu'Albert avait reçu la surveille une invitation à laquelle il s'était rendu. L'extinction subite des Moccoletti
Cette obscurité qui avait remplacé la lumière, ce silence qui avait succédé au bruit, avait laissé dans l'esprit de Franz une certaine tristesse qui n'était pas exempte d'inquiétude. Il dîna donc fort silencieusement, malgré l'officieuse sollicitude de son hôte, qui entra 2 ou 3 fois pour s'informer s'il n'avait besoin de rien. Franz était résolu à attendre Albert aussi tard que possible. Il demanda donc la voiture pour 11 heures seulement, en priant maître Pastrini de le faire prévenir à l'instant même si Albert reparaissait à l'hôtel pour quelque chose que ce fût. À 11 heures, Albert n'était pas rentré. Franz s'habilla et partit en prévenant son hôte qu'il passait la nuit chez le duc de Bracciano. La maison du duc de Bracciano est une des plus charmantes maisons de Rome. Sa femme, une des dernières héritières des Colonna, en fait les honneurs d'une façon parfaite. Il en résulte que les fêtes qu'il donne ont une célébrité européenne. Franz et Albert étaient arrivés à Rome avec des lettres de recommandation pour lui. Aussi, sa première question fut-elle pour demander à Franz ce qu'était devenu son compagnon de voyage. Franz lui répondit qu'il l'avait quitté au moment où on allait éteindre les moccoli et qu'il l'avait perdu de vue à la Via Macello. « Alors il n'est pas rentré ?» demanda le duc. « Je l'ai attendu jusqu'à 7 heures, » répondit Franz. « Et savez-vous où il allait ?»« Non, pas précisément. Cependant, je crois qu'il s'agissait de quelque chose comme d'un rendez-vous. »« Diavolo !» dit le duc. « C'est un mauvais jour. Ou plutôt, c'est une mauvaise nuit pour s'attarder, n'est-ce pas, madame la comtesse ?» Ces derniers mots s'adressaient à la comtesse G qui venait d'arriver et qui se promenait au bras de monsieur Torlonia, frère du duc. « Je trouve au contraire que c'est une charmante nuit, » répondit la comtesse, « et ceux qui sont ici ne se plaindront que d'une chose, celle qu'elle passera trop vite. »« Aussi, » reprit le duc en souriant, « je ne parle pas des personnes qui sont ici. Elles ne courent d'autres dangers, les hommes, que de devenir amoureux de vous, les femmes de tomber malades de jalousie en vous voyant si belle. Je parle de ceux qui courent les rues de Rome. »« Eh bon Dieu !» demanda la comtesse, « qui court les rues de Rome à cette heure-ci, à moins que ce ne soit pour aller au bal. »« Notre ami Albert de Morcerf, madame la comtesse. »« Notre ami Albert de Morcerf, madame la comtesse, que j'ai quitté à la poursuite de son inconnu vers les 7 heures du soir, dit Franz, et que je n'ai pas revu depuis. »« Comment ? Et vous ne savez pas où il est ? » ?»« Pas le moins du monde. »« Et a-t-il des armes ? » ?»« Il est en paillasse. »« Vous n'auriez pas dû le laisser aller, dit le duc à Franz. Vous qui connaissez Rome mieux que lui. »« Oh, bien oui. Autant aurait valu essayer d'arrêter le numéro 3 des Barberi qui a gagné aujourd'hui le prix de la course, répondit Franz. Et puis d'ailleurs, que voulez-vous qu'il lui arrive ? Qui sait ? La nuit est très sombre et le Tibre est bien près de la Via Macello. Franz sentit un frisson qui lui courait dans les veines en voyant l'esprit du duc et de la comtesse si bien d'accord avec ses inquiétudes personnelles. Aussi ai-je prévenu à l'hôtel que j'avais l'honneur de passer la nuit chez vous, monsieur le duc, dit Franz, et on doit venir m'annoncer son retour. Tenez, dit le duc, je crois justement que voilà un de mes domestiques qui vous cherche. Le duc ne se trompait pas. En apercevant Franz, le domestique s'approcha de lui. « Excellence, dit-il, le maître de l'hôtel de Londres vous fait prévenir qu'un homme vous attend chez lui avec une lettre du vicomte de Morcerf. »« Avec une lettre du vicomte ?» s'écria Franz. « Si. »« Et quel est cet homme ?»« Je l'ignore. »« Pourquoi n'est-il point venu me l'apporter ici ?»« Le messager ne m'a donné aucune explication. »« Et où est le messager ?»« Il est parti aussitôt qu'il m'a vu rentrer dans la salle du bal pour vous prévenir. »« Oh mon Dieu !» dit la comtesse à Franz. « Allez vite. Pauvre jeune homme, il lui est peut-être arrivé quelque accident. »« J'y cours, dit Franz. « Vous reverrons-nous pour nous donner des nouvelles ?» demanda la comtesse.
Oui, si la chose est grave. Sinon, je ne réponds pas de ce que je vais devenir moi-même. Oui, si la chose n'est pas grave. Sinon, je ne réponds pas de ce que je vais devenir moi-même. En tout cas, de la prudence, dit la comtesse. Oh, soyez tranquille. Franz prit son chapeau et partit en toute hâte. Il avait renvoyé sa voiture en lui donnant l'ordre pour 2 heures, mais par bonheur, le palais Bracciano, qui donne d'un côté rue du Cours et de l'autre place des Saints-Apôtres, est à 10 minutes de chemin à peine de l'hôtel de Londres. En approchant de l'hôtel, Franz vit un homme debout au milieu de la rue. Il ne douta pas un seul instant que ce ne fût le messager d'Albert. Cet homme était lui-même enveloppé d'un grand manteau. Il alla à lui, mais au grand étonnement de Franz, ce fut cet homme qui lui adressa la parole le premier. « Que me voulez-vous, Excellence » dit-il en faisant un pas en arrière comme un homme qui désire demeurer sur ses gardes. « N'est-ce pas vous, demanda Franz, qui m'apportez une lettre du vicomte de Morcerf. C'est votre Excellence qui loge à l'hôtel de Pastrini? Oui. C'est votre Excellence qui est le compagnon de voyage du vicomte? Oui. Comment s'appelle votre Excellence? Le baron Franz d'Épinay. C'est bien à votre Excellence alors que cette lettre est adressée. Y a-t-il une réponse? Demanda Franz en lui prenant la lettre des mains. Oui. D'au moins, votre ami l'espère bien. Montez chez moi, alors je vous la donnerai. J'aime mieux l'attendre ici, dit en riant le messager. Pourquoi cela? Votre Excellence comprendra la chose quand elle aura lu la lettre. Alors je vous retrouverai ici? Sans aucun doute. Franz rentra. Sur l'escalier, il rencontra maître Pastrini. « Eh bien » lui demanda-t-il. « Eh bien quoi » répondit Franz. « Vous avez-vous l'homme qui désirait vous parler de la part de votre ami » demanda-t-il à Franz. « Oui, je l'ai vu » répondit celui-ci, et il m'a remis cette lettre. « Faites allumer chez moi, je vous prie. » L'aubergiste donna l'ordre à un domestique de précéder Franz avec une bougie. Le jeune homme avait trouvé à maître Pastrini un être effaré, et cet air ne lui avait donné qu'un désir plus grand de lire la lettre d'Albert. Il s'approcha de la bougie, aussitôt qu'elle fut allumée, et déplia le papier. La lettre était écrite de la main d'Albert et signée par lui. Franz la relut 2 fois, tant il était loin de s'attendre à ce qu'elle contenait. La voici textuellement reproduite. Cher ami, aussitôt la présente reçue, ayez l'obligeance de prendre dans mon portefeuille que vous trouverez dans le tiroir carré du secrétaire la lettre de crédit. Joignez-y la vôtre si elle n'est pas suffisante. Courez chez Torliona, prenez-y à l'instant même 4000 piastres et remettez-les au porteur. Il est urgent que cette somme me soit adressée sans aucun retard. Je n'insiste pas davantage, comptant sur vous, comme vous pourriez compter sur moi. P.S. I believe now to Italian banditti. Votre ami, Albert de Morcerf. Au-dessous de ces lignes étaient écrits d'une main étrangère ces quelques mots italiens. Se alle 6 della mattina le 4000 piastre non sono nelle mie mani, alle 7 il conte Alberto avrà cessato di vivere. Luigi Vampa. Cette seconde signature expliqua tout à Franz, qui comprit la répugnance du messager à monter chez lui. La rue lui paraissait plus sûre que la chambre de Franz. Albert était tombé entre les mains du fameux chef de bandits, à l'existence duquel il s'était si longtemps refusé de croire.
Il n'y avait pas de temps à perdre. Il courut au secrétaire, l'ouvrit. Dans le tiroir indiqué trouva le portefeuille, et dans le portefeuille, la lettre de crédit. Elle était en tout de 6000 piastres. Mais sur ces 6000 piastres, Albert en avait déjà dépensé 3000. Quant à Franz, il n'avait aucune lettre de crédit. Comme il habitait Florence et qu'il était venu à Rome pour passer 7 à 8 jours seulement, il avait pris une centaine de louis. Et de ces 100 louis, il en restait 50 tout au plus. Il s'en fallait donc de 7 à 800 piastres pour qu'à eux deux, Franz et Albert puissent réunir la somme demandée. Il est vrai que Franz pouvait compter dans un cas pareil sur l'obligeance de messieurs Torlonia. Il se préparait donc à retourner au palais Bracciano sans perdre un instant, quand tout à coup, une idée lumineuse traversa son esprit. Il songea au comte de Monte Cristo. Franz allait donner l'ordre qu'on fît venir maître Pastrini lorsqu'il le vit apparaître en personne sur le seuil de sa porte. « Cher monsieur Pastrini, lui dit-il vivement, croyez-vous que le comte soit chez lui ?»« Monsieur, mon cher monsieur Pastrini, lui dit-il vivement, croyez-vous que le comte soit chez lui ?»« Si, Excellence, il vient de rentrer. A-t-il eu le temps de se mettre au lit ?»« Rien de doute. » Alors sonnez à sa porte, je vous prie, et demandez-lui pour moi la permission de me présenter chez lui. » Maître Pastrini s'empressa de suivre les instructions qu'on lui donnait. 5 minutes après, il était de retour. « Le comte attend votre Excellence, » dit-il. Franz traversa le carré. Un domestique l'introduisit chez le comte. Il était dans un petit cabinet que Franz n'avait pas encore vu et qui était entouré de divans. Le comte vint au-devant de lui. « Et quel bon vent vous amène à cette heure ?» lui dit-il. « Viendriez-vous me demander à souper par hasard ? Ce serait par Dieu bien aimable à vous. Non, je viens pour vous parler d'une affaire grave. »« D'une affaire ?» dit le comte en regardant Franz de ce regard profond qui lui était habituel. « Et de quelle affaire ? Sommes-nous seuls ?» Le comte alla à la porte et revint. « Parfaitement seul, dit-il. Franz lui présenta la lettre d'Albert. « Lisez, lui dit-il. » Le comte lut la lettre. « Ah ah, fit-il. Avez-vous pris connaissance du post-scriptum ? » Oui, dit-il, je vois bien. Se alle 6 della mattina le 4000 piastre non sono nelle mie mani, alle 7 il conto Alberto avrà cessato di vivere, Luigi Vampa. Que dites-vous de cela ? Demanda Franz. Avez-vous la somme qu'on vous a demandée ? Oui, moins 800 piastres. Le comte alla à son secrétaire, l'ouvrit et faisant glisser un tiroir plein d'or, « J'espère, dit-il à Franz, que vous ne me ferez pas l'injure de vous adresser à quelqu'un d'autre qu'à moi. »« Vous voyez au contraire que je suis venu droit à vous, dit Franz. Et je vous en remercie. Prenez. » Et il fit signe à Franz de puiser dans le tiroir. « Est-il bien nécessaire d'envoyer cette somme à Luigi Vampa ?» demanda le jeune homme en regardant à son tour fixement le comte. « Dame, fit-il, jugez-en vous-même. Le post-scriptum est précis. Il me semble que si vous vous donniez la peine de chercher, vous trouveriez quelques moyens qui simplifieraient beaucoup la négociation, dit Franz. Et lequel ? Demanda le comte, étonné. Par exemple, si nous allions trouver Luigi Vampa ensemble, je suis sûr qu'il ne vous refuserait pas la liberté d'Albert. À moi ? Et quelle influence voulez-vous que j'aie sur le bandit ? Ne venez-vous pas de lui rendre un de ces services qui ne s'oublie point ? Et lequel ? Ne venez-vous pas de sauver la vie à Peppino ? Qui vous a dit cela ? Que vous importe, je le sais. Le comte resta un instant muet et les sourcils froncés. Et si j'allais trouver Vampa, vous m'accompagneriez ?
si ma compagnie ne vous était pas trop désagréable. Eh bien, soit. Le temps est beau, une promenade dans la campagne de Rome ne peut nous faire que du bien. Faut-il prendre des armes? Pourquoi faire? De l'argent? C'est inutile. Où est l'homme qui a apporté ce billet? Dans la rue. Il attend la réponse? Oui. Il faut un peu savoir où nous allons. Je vais l'appeler. Inutile, il n'a pas voulu monter. Chez vous peut-être, mais chez moi il ne fera pas de difficulté. Le comte alla à la fenêtre du cabinet qui donnait sur la rue et siffla d'une certaine façon. L'homme au manteau se détacha de la muraille et s'avança jusqu'au milieu de la rue. « Salite !» dit le comte, du ton dont il aurait donné un ordre à un domestique. Le messager obéit sans retard, sans hésitation, avec empressement même, et franchissant les 4 marches du perron, entra dans l'hôtel. 5 secondes après, il était à la porte du cabinet. « Ah, c'est toi, Peppino !» dit le comte. Mais Peppino, au lieu de répondre, se jeta à genoux, saisit la main du comte et y appliqua ses lèvres à plusieurs reprises. dit le comte. Tu n'as pas encore oublié que je t'ai sauvé la vie. C'est étrange. Il y a pourtant aujourd'hui 8 jours de cela. Non, Excellence, je ne l'oublierai jamais, répondit Peppino avec l'accent d'une profonde reconnaissance. Jamais, c'est bien long. Mais enfin, c'est déjà beaucoup que tu le crois. Relève-toi et réponds. Peppino jeta un coup d'œil inquiet sur Franz. Oh, tu peux parler devant son Excellence, dit-il, c'est un de mes amis. Vous permettez que je vous donne ce titre, dit en français le comte en se tournant du côté de Franz. Il est nécessaire pour nécessiter la confiance de cet homme. Vous pouvez parler devant moi, reprit Franz. Je suis un ami du comte. À la bonne heure, dit Peppino en se retournant à son tour vers le comte. Que votre Excellence m'interroge et je répondrai. Comment le vicomte Albert est-il tombé entre les mains de Luigi? Excellence, la calèche du Français a croisé plusieurs fois celle où était Teresa. La maîtresse du chef? Si. Le Français lui a fait les yeux doux. Teresa s'est amusée à lui répondre. Le Français lui a jeté des bouquets. Elle lui en a rendu. Tout cela, bien entendu, du consentement du chef, qui était dans la même calèche. Comment? S'écria Franz. Luigi Vampa était dans la calèche des paysannes romaines? C'était lui qui conduisait, déguisé en cocher, répondit Peppino. Après, demanda le comte. Eh bien après, le Français se démasqua. Teresa, toujours du consentement du chef, en fit autant. Le Français demanda un rendez-vous. Teresa accorda le rendez-vous demandé. Seulement, au lieu de Teresa, ce fut Beppo qui se trouva sur les marches de l'église San Giacomo. Comment? Interrompit encore Franz. Cette paysanne qui lui a arraché son moccoletto? C'était un jeune garçon de 15 ans, répondit Peppino. Mais il n'y a pas de honte pour votre ami d'y avoir été pris. Beppo en a attrapé bien d'autres, allez. Et Beppo l'a conduit hors des murs. Et justement, une calèche attendait au bout de la via Macello. Beppo est monté dedans en invitant les Français à le suivre. Il ne se les fait pas dire 2 fois. Hein. Il a galamment offert la droite à Beppo et s'est placé près de lui. Beppo lui a annoncé alors qu'il allait le conduire à une villa située à un lieu de Rome. Le Français a assuré à Beppo qu'il était prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. Aussitôt, le cocher a remonté la rue di Ripetta, a gagné la porte San Paolo et à 200 mètres dans la campagne, comme le Français devenait trop entreprenant, ma foi, Beppo lui a mis une paire de pistolets sous la gorge. Aussitôt, le cocher a arrêté ses chevaux, s'est retourné sur son siège et en a fait autant. En même temps, 4 des nôtres, qui étaient cachés sur les bords de l'Almo, se sont élancés aux portières. Le Français avait bonne envie de se détendre. Il a même un peu étranglé Beppo, à ce que j'ai entendu dire. Mais il n'avait rien fait à faire contre 5 hommes armés. Il a bien fallu se rendre.
On l'a fait descendre de voiture, on a suivi les bords de la petite rivière et on l'a conduit à Teresa et à Luigi qui l'attendaient dans les catacombes de San Sébastien. Eh bien, mais, dit le comte en se tournant du côté de Franz, il me semble qu'elle en vaut bien une autre, cette histoire. Qu'en dites-vous, qui êtes connaisseur? Je dis que je la trouverais fort drôle, répondit Franz, si elle était arrivée à un autre qu'à ce pauvre Albert. Le fait est, dit le comte, que si vous ne m'aviez pas trouvé là, c'était une bonne fortune qui coûtait un peu cher à votre ami. Mais rassurez-vous, il en sera quitte pour la peur. Et nous allons toujours le chercher? Demanda Franz. Pardieu! D'autant plus qu'il est dans un endroit fort pittoresque. Connaissez-vous les catacombes de Saint-Sébastien? Non, je ne m'y suis jamais rendu, mais je m'y promettais d'y descendre un jour. Eh bien, voici l'occasion toute trouvée, et il serait difficile d'en rencontrer une meilleure. Avez-vous votre voiture? Non, ça ne fait rien. On a l'habitude de m'en tenir une tout attelée, jour et nuit. Tout attelée? Oui, je suis un être fort capricieux. Il faut vous dire que parfois, en me levant, à la fin de mon dîner, au milieu de la nuit, il me prend l'envie de partir pour un point du monde quelconque. Et je pars. Le comte sonna un coup, son valet de chambre parut. Faites sortir la voiture de la remise, dit-il, et ôtez-en les pistolets qui sont dans les poches. Il est inutile de réveiller le cocher. Ali conduira. Au bout d'un instant, on entendit le bruit de la voiture qui s'arrêtait devant la porte. Le comte tira sa montre. Minuit et demi, dit-il. Nous aurions pu partir d'ici à 5 heures du matin et arriver encore à temps. Mais peut-être ce retard aurait-il fait passer une mauvaise nuit à votre compagnon. Il vaut donc mieux aller tout courant le tirer des mains des infidèles. Êtes-vous toujours décidé à m'accompagner? Plus que jamais. Eh bien, venez alors. Franz et le comte sortirent, suivis de Peppino. À la porte, ils trouvèrent la voiture. Ali était sur le siège. Franz reconnut l'esclave muet de la grotte de Monte Cristo. Franz et le comte montèrent dans la voiture qui était occupée, qui était un coupé. Peppino se plaça près d'Ali et l'on partit au galop. Ali avait reçu des ordres d'avance, car il prit la rue du Cours, traversa le Campo Vaccino, remonta la Strada San Gregorio et arriva à la porte Saint-Sébastien. Là, le concierge voulut faire quelques difficultés, mais le comte de Monte Cristo présenta une autorisation du gouverneur de Rome d'entrer dans la ville et d'en sortir à toute heure du jour et de la nuit. La herse fut donc levée. Le concierge reçut un louis pour sa peine, et l'on passa. La route que suivait la voiture était l'ancienne voie appienne, toute bordée de tombeaux. De temps en temps, au clair de la lune qui commençait à se lever, il semblait à Franz voir comme une sentinelle se détacher d'une ruine, mais aussitôt, à un signe échangé entre Peppino et cette sentinelle, elle rentrait dans l'ombre et disparaissait. Un peu avant le cirque de Caracalla, la voiture s'arrêta. Peppino vint ouvrir la portière, et le comte et Franz descendirent. « Dans 10 minutes, dit le comte à son compagnon, nous serons arrivés. » Puis il prit Peppino à part, lui donna un ordre tout bas, et Peppino partit après s'être muni d'une torche que l'on tira du coffre du coupé. 5 minutes s'écoulèrent encore, pendant lesquelles Franz vit le berger s'enfoncer par un petit sentier au milieu des mouvements de terrain qui forment le sol convulsionné de la plaine de Rome et disparaître dans ces hautes herbes rougeâtres qui semblent la crinière hérissée de quelques lions gigantesques. « Maintenant, dit le comte, suivons-le. » Franz et le comte s'engagèrent à leur tour dans le même sentier qui, au bout de 100 pas, les conduisit par une pente inclinée au fond d'une petite vallée. Bientôt, on aperçut 2 hommes causant dans l'ombre. « Devons-nous continuer d'avancer » demanda Franz au comte. « Ou faut-il attendre »
Marchons. Peppino doit avoir prévenu la sentinelle de notre arrivée. En effet, l'un de ces deux hommes était Peppino, l'autre était un bandit placé en vedette. Franz et le comte s'approchèrent, le bandit salua. « Excellence, dit Peppino en s'adressant au comte, si vous voulez me suivre, l'ouverture des catacombes est à 2 pas d'ici. » « C'est bien, dit le comte. Marche devant. » En effet, derrière un massif de buissons et au milieu de quelques roches, s'offrait une ouverture par laquelle un homme pouvait à peine passer. Peppino se glissa le premier par cette gerçure, mais à peine eut-il fait quelques pas que le passage souterrain s'élargit. Alors il s'arrêta, alluma sa torche et se retourna pour voir s'il était suivi. Le comte s'était engagé le premier dans une espèce de soupirail et Franz venait après lui. Le terrain s'enfonçait par une pente douce et s'élargissait à mesure que l'on avançait. Mais cependant, Franz et le comte étaient encore forcés de marcher courbés et eussent eu peine à passer deux de front. Ils firent encore 150 pas ainsi, puis ils furent arrêtés par le cri de « Qui vive ?» En même temps, ils virent au milieu de l'obscurité briller sur le canon d'une carabine le reflet de leur propre torche. « Ami !» dit Peppino. Et il avança seul et dit quelques mots à voix basse à cette seconde sentinelle qui, comme la première, salua en faisant signe aux visiteurs nocturnes qu'ils pouvaient continuer leur chemin. Derrière la sentinelle était un escalier d'une 20aine de marches. Franz et le comte descendirent les 20 marches et se trouvèrent dans une espèce de carrefour mortuaire. 5 routes divergeaient comme les rayons d'une étoile et les parois des murailles creusées de niches superposées ayant la forme de cercueils indiquaient que l'on était entré enfin dans les catacombes. Dans l'une de ces cavités, dont il était impossible de distinguer l'étendue, on voyait, le jour, quelques reflets de lumière. Le comte posa la main sur l'épaule de Franz. « Vous voulez voir un camp de bandits au repos ?» lui dit-il. « Certainement, » répondit Franz. « Eh bien, venez avec moi. » Peppino, éteins la torche. Peppino obéit, et Franz et le comte se trouvèrent dans la plus profonde obscurité. Seulement, à 50 pas à peu près en avant d'eux, continuèrent de danser le long des murailles quelques lueurs rougeâtres devenues encore plus visibles depuis que Peppino avait éteint sa torche. Ils avancèrent silencieusement, le comte guidant Franz comme s'il avait eu cette singulière faculté de voir dans les ténèbres. Au reste, Franz lui-même distinguait plus facilement son chemin à mesure qu'il s'approchait de ces lumières qui leur servaient de guide. 3 arcades, dont celle du milieu servait de porte, leur donnaient le passage. Ces arcades s'ouvraient d'un côté sur le corridor où étaient le comte et Franz, et de l'autre sur une grande chambre carrée, tout entourée de niches pareilles à celles dont nous avons déjà parlé. Au milieu de cette chambre s'élevaient 4 pierres qui autrefois avaient servi d'autel, comme l'indiquait la croix qui les surmontait encore. Une seule lampe, posée sur un fût de colonne, éclairait d'une lumière pâle et vacillante l'étrange scène qui s'offrait aux yeux des 2 visiteurs cachés dans l'ombre. Un homme était assis, le coude appuyé sur cette colonne, et lisait, tournant le dos aux arcades par l'ouverture desquelles les nouveaux arrivés le regardaient. C'était le chef de la bande, Luigi Vampa. Tout autour de lui, groupés selon leurs caprices, couchés dans leurs manteaux ou adossés à une espèce de banc de pierre qui régnait tout autour du columbarium, on distinguait une 20aine de brigands. Chacun avait sa carabine à portée de main. Au fond, silencieuse, à peine visible et pareille à une ombre, une sentinelle se promenait de long en large devant une espèce d'ouverture qu'on ne distinguait que parce que les ténèbres semblaient plus épaisses en cet endroit. Le comte crut que Franz avait suffisamment réjoui ses regards de ce pittoresque tableau,
Alors il porta le doigt à ses lèvres pour lui recommander le silence, et montant les 3 marches qui conduisaient du corridor au columbarium, il entra dans la chambre par l'arcade du milieu, et s'avança vers Vampa, qui était si profondément plongé dans sa lecture qu'il n'entendit point le bruit de ses pas. « Qui vive ?» cria la sentinelle moins préoccupée, et qui vit à la lueur de la lampe une espèce d'ombre qui grandissait derrière son chef. À ce cri, Vampa se leva vivement, tirant du même coup un pistolet de sa ceinture. En un instant, tous les bandits furent sur pied et 20 canons de carabine se dirigèrent sur le comte. « Eh bien, » dit tranquillement celui-ci d'une voix parfaitement calme et sans qu'un seul muscle de son visage bougeât. « Eh bien, mon cher Vampa, il me semble que voilà bien des frais pour recevoir un ami. »« Armes bas !» cria le chef en faisant un signe impératif d'une main, tandis que de l'autre, il ôtait respectueusement son chapeau. Puis, se retournant vers le singulier personnage qui dominait toute cette scène, « Pardon, monsieur le comte, » lui dit-il, « mais j'étais si loin de m'attendre à l'honneur de votre visite que je ne vous ai pas reconnu. » « Il paraît que vous avez la mémoire courte en toutes choses, Vampa, » dit le comte, « et que non seulement vous oubliez le visage des gens, mais encore les conditions faites avec eux. »« Et quelles conditions ai-je donc oubliées, monsieur le comte ?» demanda le bandit en homme qui, s'il a commis une erreur, ne demande pas mieux que de la réparer. « N'a-t-il pas été convenu, dit le comte, que non seulement ma personne, mais encore celle de mes amis, vous serait sacrée. »« En quoi y manquait au traité, Excellence ? » ?»« Vous avez enlevé ce soir et vous avez transporté ici le vicomte Albert de Morcerf. »« Eh bien, » continuait le comte avec un accent qui fit frissonner Franz, « ce jeune homme est de mes amis. Ce jeune homme loge dans le même hôtel que moi. Ce jeune homme a fait corso pendant 8 jours dans ma propre calèche, et cependant, je vous le répète, vous l'avez enlevé. Vous l'avez transporté ici, et, ajouta le comte en tirant la lettre de sa poche, vous l'avez mis à rançon comme s'il était le premier venu. « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de cela, vous autres ?» dit le chef en se tournant vers ses hommes qui reculèrent tous devant son regard. « Pourquoi m'avez-vous exposé ainsi à manquer à ma parole envers un homme comme monsieur le comte, qui tient notre vie à tous entre ses mains, par le sang du Christ ! Si je croyais qu'un de vous ou sous que le jeune homme était l'ami de son Excellence, je lui brûlerais la cervelle de ma propre main. » « Eh bien, » dit le comte en se retournant du côté de Franz, « je vous avais bien dit qu'il y avait quelque erreur là-dessous. »« N'êtes-vous pas seul ?» demanda Vampa avec inquiétude. « Je suis avec la personne à qui cette lettre était adressée, et à qui j'ai voulu prouver que Luigi Vampa était un homme de parole. »« Venez, Excellence, » dit-il à Franz. « Voilà Luigi Vampa, qui va vous dire lui-même qu'il est désespéré de l'erreur qu'il vient de commettre. » Franz s'approcha. Le chef fit quelques pas au-devant de Franz. « Soyez le bienvenu parmi nous, Excellence, » lui dit-il. « Vous avez entendu ce que vient de dire le comte et ce que je lui ai répondu. J'ajouterai que je ne voudrais pas, pour les 4000 piastres auxquels j'avais fixé la rançon de votre ami, que pareille chose fût arrivée. »« Mais, » dit Franz en regardant tout autour de lui avec inquiétude, « où est donc le prisonnier ? Je ne le vois pas. » « Il ne lui est rien arrivé, j'espère, » demanda le comte en fronçant le sourcil. « Le prisonnier est là, » dit Vampa en montrant de la main l'enfoncement devant lequel se promenait le bandit en faction, « et je vais lui annoncer moi-même qu'il est libre. » Le chef s'avança vers l'endroit désigné par lui comme servant de prison à Albert, et Franz et le comte le suivirent. « Que fait le prisonnier ?» demanda Vampa à la sentinelle. « Ma foi, capitaine, » répondit celui-ci, « je n'en sais rien. Depuis plus d'une heure, je ne l'ai plus entendu remuer. »« Venez, Excellence, » dit Vampa.
Le comte et Franz montèrent 7 ou 8 marches, toujours précédés par le chef qui tira un verrou et poussa une porte. Alors, à la lueur d'une lampe pareille à celle qui éclairait le columbarium, on put voir Albert, enveloppé d'un manteau que lui avait prêté un des bandits couchés dans un coin et dormant du plus profond sommeil. « Allons, » dit le comte souriant de ce sourire qui lui était particulier. « Pas mal pour un homme qui devait être fusillé à 7 heures du matin. » Vampa regardait Albert endormi avec une certaine admiration. On voyait qu'il n'était pas insensible à cette preuve de courage. « Vous avez raison, monsieur le comte, » dit-il. « Cet homme doit être de vos amis. » Puis, s'approchant d'Albert et lui touchant l'épaule, « Excellence, » dit-il, « vous plaît-il de vous éveiller ?» Albert étendit les bras, se frotta les paupières et ouvrit les yeux. « Ah, dit-il, « c'est vous, capitaine ?»« Pardieu, vous auriez bien dû me laisser dormir. Je faisais un rêve charmant. Je rêvais que je venais de danser le calot chez Torlonia avec la comtesse G. » Il tira sa montre qu'il avait gardée pour juger lui-même le temps écoulé. « 1h30 du matin ?» dit-il. « Mais pourquoi diable m'éveillez-vous à cette heure-ci ?»« Pour vous dire que vous êtes libre, Excellence. »« Mon cher, » reprit Albert avec une liberté d'esprit parfaite, « retenez bien à l'avenir cette maxime de Napoléon le Grand. Ne m'éveillez que pour les mauvaises nouvelles. Si vous m'aviez laissé dormir, j'achevais mon galop et je vous en aurais été reconnaissant toute ma vie. »« On a donc payé ma rançon ?»« Non, Excellence. »« Eh bien alors, comment suis-je libre ?»« Quelqu'un à qui je n'ai rien à refuser est venu vous réclamer. »« Jusqu'ici ?»« Jusqu'ici. »« Ah, pardieu, ce quelqu'un-là est bien aimable. » Albert regarda tout autour de lui et aperçut Franz. « Comment ?» lui dit-il. « C'est vous, mon cher Franz, qui poussez le dévouement jusque-là ?»« Non, pas moi, » répondit Franz, « mais notre voisin, monsieur le comte de Monte Cristo. »« Ah, pardieu, monsieur le comte !» dit gaiement Albert en rajustant sa cravate et ses manchettes. « Vous êtes un homme véritablement précieux, et j'espère que vous me regarderez comme votre éternel obligé. D'abord pour l'affaire de la voiture, ensuite pour celle-ci. » Et il tendit la main au comte, qui frissonna au moment de lui donner la sienne, mais qui cependant la lui donna. Le bandit regardait toute cette scène d'un air stupéfait. Il était évidemment habitué à voir ses prisonniers trembler devant lui. Et voilà qu'il y en avait un dont l'humeur railleuse n'avait subi aucune altération. Quant à Franz, il était enchanté qu'Albert eût soutenu, même vis-à-vis d'un bandit, l'honneur national. « Mon cher Albert, lui dit-il, si vous voulez vous hâter, nous aurons encore le temps d'aller finir la nuit chez Torlonia. Vous prendrez votre galop où vous l'avez interrompu, de sorte que vous ne garderez aucune rancune au seigneur Luigi, qui s'est véritablement, dans toute cette affaire, conduit en galant homme. »« Ah, vraiment, dit-il, vous avez raison. Et nous pourrons y être à 2 heures. Seigneur Luigi, continua Albert, y a-t-il quelque autre formalité à remplir pour prendre congé de votre excellence ? Aucune, monsieur, répondit le bandit, et vous êtes libre comme l'air. En ce cas, bonne et joyeuse vie. Venez, messieurs, venez. Et Albert, suivi de Franz et du comte, descendit l'escalier et traversa la grande salle carrée. Tous les bandits étaient debout et le chapeau à la main. « Peppino, dit le chef, donne-moi la torche. »« Eh bien, que faites-vous donc ?» demanda le comte. « Je vous reconduis, dit le capitaine. C'est bien le moindre honneur que je puisse rendre à votre excellence. » Et prenant la torche allumée des mains du pâtre, il marcha devant ses hôtes, non pas comme un valet qui accomplit une œuvre de servilité, mais comme un roi qui précède des ambassadeurs.
Arrivé à la porte, il s'inclina. « Et maintenant, monsieur le comte, dit-il, je vous renouvelle mes excuses et j'espère que vous ne me gardez aucun ressentiment de ce qui vient d'arriver. »« Non, mon cher Vampa, dit le comte. D'ailleurs, vous rachetez vos erreurs d'une façon si galante qu'on est presque tenté de vous savoir gré de les avoir commises. »« Monsieur, reprit le chef en se retournant du côté des jeunes gens, peut-être l'offre ne vous paraîtra-t-elle pas bien attrayante, mais s'il vous prenait jamais de me faire une seconde visite, partout où je serai, vous serez les bienvenus. » Franz et Albert saluèrent. Le comte sortit le premier, Albert ensuite. Franz resta le dernier. « Votre Excellence a-t-elle quelque chose à me demander ?» dit Vampa en souriant. « Oui, je l'avoue, » répondit Franz. « Je serais curieux de savoir quel était l'ouvrage que vous lisiez avec tant d'attention quand nous sommes arrivés. »« Les commentaires de César, » dit le bandit. « C'est mon livre de prédilection. »« Eh bien, ne venez-vous pas ?» demanda Albert. « Si fait, » répondit Franz, « me voilà. » Et il sortit à son tour du soupirail. On fit quelques pas dans la plaine. « Ah, pardon !» dit Albert en revenant en arrière. « Voulez-vous permettre, capitaine ?» Et il alluma son cigare à la torche de Vampa. « Maintenant, monsieur le comte, dit-il, la plus grande diligence possible. Je tiens énormément à aller finir ma nuit chez le duc de Bracciano. » On retrouva la voiture où on l'avait laissée. Le comte dit un seul mot d'arabe à Ali, et les chevaux partirent à fond de train. Il était 2 heures juste à la montre d'Albert quand les deux amis rentrèrent dans la salle de danse. Leur retour fit événement, mais comme ils entraient ensemble, toutes les inquiétudes que l'on avait pu concevoir sur Albert cessèrent à l'instant même. « Madame, dit le vicomte de Morcerf en s'avançant vers la comtesse, hier vous avez eu la bonté de me promettre un galop, je viens un peu tard réclamer cette gracieuse promesse. Mais voilà mon ami, dont vous connaissez la véracité, qui vous affirmera qu'il n'y a pas de ma faute. » Et, comme en ce moment la musique donna le signal de la valse, Albert passa son bras autour de la taille de la comtesse et disparut avec elle dans le tourbillon des danseurs. Pendant ce temps, Franz songeait au singulier frissonnement qui avait passé par tout le corps du comte de Monte Cristo au moment où il avait été en quelque sorte forcé de donner la main à Albert. Et voilà, chers amis, c'est tout pour cet épisode du Comte de Monte Cristo. La suite, ce sera à la rentrée. Sur YouTube d'ailleurs à 19h les jeudis soirs pour la suite du Comte de Monte Cristo et pour tous les prochains live lectures. Je vous retrouve tout de suite avec un tant soit peu de musique de fond que je vais récupérer immédiatement et boum, nous y revoilà. Comment ça va-t-il de votre côté ? Ouais, ça va, on a encore un bon petit nombre, ça fait plaisir de vous retrouver après cette lecture. Comment ça s'est passé pour vous ? Où en êtes-vous dans votre soirée ?
Ah, et je vois qu'il y a eu un réabonnement. Merci beaucoup Radio Cobra. Radio Cobra qui s'est réabonné pour le 8e mois consécutif et qui nous dit même pas un an. Et même pas un an. Et pourtant, on s'en approche. Hein. On s'en approche, on s'en approche. D'ailleurs, si je me rappelle bien, la chaîne Twitch a ouvert ses portes en janvier 2021. Donc on s'en approche, on s'en approche. Ça va être long, heureusement il y a Noël. Attends, déjà c'est pas tout à fait la fin sur le DB. Il y a encore samedi matin le Café des Fables où on terminera un chant de Noël de Charles Dickens. Il y a encore lundi prochain le dernier maître du donjon. Je vous invite, si vous êtes habitués des live jeux de rôle, à venir absolument lundi prochain à 19h pour le dernier maître du donjon. Pas de la saison, le dernier maître du donjon tout court, puisqu'à la rentrée on arrête les live jeux de rôle. Donc venez nombreux pour cet événement là. Et puis ensuite effectivement c'est la pause pendant en tout cas 1 à 2 semaines. Voire plus, je sais plus où j'ai mis, j'avais donné mais j'ai dit le temps des vacances. Le temps des vacances c'est demander le programme. Voilà, c'est du 21 décembre au 9 janvier. Voilà, donc on se retrouvera le 10 janvier si je ne m'abuse. Donc on a effectivement encore un petit temps tous ensemble. C'est ça, lundi 10 janvier, on se retrouvera. Quoique, bah non, vu qu'il n'y a plus de live jeu, suis-je bête. Du coup, quoique peut-être. Ah si, parce que lundi 10 janvier, c'est le dernier live jeu de rôle tout court, c'est post-mortem. Si, donc on se retrouve le lundi 10 janvier pour le dernier live JDR tout court avant le début de la nouvelle saison. Et puis pendant les 2 semaines de vacances, c'est ça, pendant les 2 semaines de vacances, je vous aurai préparé quelques petites surprises. Alors il n'y aura pas autant de vidéos que d'habitude, mais il y aura des rediffusions, il y aura un petit montage. J'ai réussi à sauver le live d'Halloween, donc il va être disponible. Alors j'ai encore besoin de faire un petit peu de montage dessus, mais il devrait être écoutable, pas dans la même qualité que d'habitude, mais au moins écoutable. Et puis il y aura la vidéo programme de l'année 2022 qui devrait sortir pendant les vacances aussi, donc vous aurez encore un tout petit peu de choses à regarder. Et puis c'est peut-être le moment aussi pour les gens qui voudraient reprendre le compte de Monte Cristo d'écouter déjà ce qui existe, sachant que là de rien, en 2 ans de YouTube et de Twitch confondus, il y a déjà un bon paquet de vidéos à regarder, je pense. Et d'ailleurs, contrairement à la plupart des autres chaînes YouTube, je vois que la chaîne L'Aube des Songes est une chaîne qui se regarde mieux sur le long terme. C'est-à-dire que les vidéos vieillissent plutôt bien. Enfin, déjà que les vidéos vieillissent. Puisque vous savez tout récupérer avec les différentes playlists. Donc vous avez les différents livres qu'on a lus, que ce soit dans le Café des Fables en direct ou non en direct d'ailleurs. Donc vous aurez de toute façon de quoi écouter pendant l'entièreté des vacances. Mais je pense également que pendant les vacances vous profiterez de voir vos proches, de fêter correctement et dignement Noël. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à tous. Voilà. Bien. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez de l'Aube des Songes, même pendant les vacances, donc de l'Aube des Songes frais, neuf, même pendant les vacances, vous avez la possibilité de rejoindre le Tipeee, qui est la meilleure façon de me soutenir dans mon travail, de me proposer un salaire contre le travail gratuit que je vous propose, et avec un certain niveau de soutien, à partir d'un certain niveau, vous avez une contrepartie qui est l'histoire de la semaine, et donc tous les dimanches à midi, vous recevez une histoire originale dans votre boîte mail directement. Si vous sponsorisez mon travail à hauteur de l'équivalent d'un café par semaine. Voilà, je pense que vous avez le lien. Est-ce que le lien a été supposé? Non. Alors je vais le remettre immédiatement. Voilà. Vous avez la possibilité de le faire là-bas. Et du coup, vous aurez du nouveau, même pendant les vacances. C'est la seule chose que je maintiens, quels que soient les temps de l'année. Et d'ailleurs, je vois que je me rapproche. Là, j'ai terminé la 50e histoire de la semaine, ce qui veut dire que ça fait bientôt 1 an, semaine pour semaine, que j'écris une histoire par semaine. Donc ça commence à faire. Ça commence à faire là de rien. Voilà. Là-dessus, chers amis, je pense qu'on arrive tranquillement au bout. Je vous sens fatigué, je vous sens au bout de votre soirée aussi. Je vous vois aussi plus taciturne et donc moins expressif dans le clavardage.
Donc ça me semble être le bon moment pour s'arrêter tranquillement mais sûrement. Je rappelle les prochains rendez-vous qui seront donc lundi à 19h pour le dernier maître du donjon, soit le jeu de rôle dans lequel vous êtes le maître du jeu, et puis samedi matin 9h midi pour le dernier Café des Fables avant les vacances. Là-dessus, chers amis, je vous souhaite une très très bonne soirée, prenez soin de vous, des bisous, et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.